Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Les fleuves et les canaux sont-ils les routes de demain? Est-on face à une richesse insoupçonnée? Âge d'or, abandon et utilité retrouvée. Le monde des bateliers, ce sera tout à l'heure à partir de 12h55 avec notre invité, le grand reporter au quotidien La Croix, Jean-Claude Raspien-Jass, auteur de Une vie sur l'eau aux éditions de l'Iconoclaste. Mais d'abord, il vient d'obtenir le prix Joseph Kessel au festival Étonnant Voyageur pour son dernier livre Fénua aux éditions du Seuil. Un roman dans la continuité des précédents où l'écrivain devient témoin d'autres vies et d'autres lieux. Grand prix de littérature de l'Académie française l'an dernier pour l'ensemble de son œuvre, auteur de Peste et Choléra ou encore de Amazonia, écrivain renard tel que l'a décrit Libé et je ne saurais mieux dire, Patrick Deville est un bourlingueur fidèle à cet ailleurs et il est aujourd'hui notre invité. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Un écrivain renard qui s'éloigne de son terrier pour suivre une piste. Voilà ce que disait Libé, ce qu'écrivait Libé à propos de Patrick Deville. Écrivain voyageur et bourlingueur fidèle à cet ailleurs qu'il ne cesse d'arpenter depuis ses 20 ans. Destination, la Polynésie. Aujourd'hui, dans ce roman, des territoires émergés, le Fénua. Cet immense triangle polynésien ne semblait pas prêt de se rassembler, écrit-il, écartelé qu'il était entre puissances étrangères. Et même si les animaux, les chats, les chiens et les poules à courir partout étaient communs à ses habitudes polynésiennes, la vie se disait ici en espagnol, en français à Tahiti et en anglais à Hawaï. Un récit de voyage et de rencontre, un roman historique, politique, pictural, littéraire, tout ça à la fois. Bonjour Patrick Deville. Bonjour. Bienvenue autour de cette grande table culture. Quelle histoire aviez-vous envie de nous raconter avec ce Fénua ? Eh bien, c'est l'un des 12 lieux que j'ai choisi sur la Terre pour ce projet de 12 romans sans fiction. Et ces 12 lieux, je les ai choisis de manière subjective. Ce sont des endroits où j'avais envie de voyager, de m'installer, de séjourner. Et la Polynésie, qui est donc l'un de ces 12 lieux, j'avais commencé il y a une dizaine d'années à y aller, à me rendre dans les différents archipels. C'est une histoire d'enfant au départ. J'ai découvert la Polynésie enfant. J'ai grandi au bord de l'estuaire de la Loire, dans un ancien lazaret devenu hôpital psychiatrique, avec un paysage qui n'avait rien à voir à ce qu'enfant je découvrais sur ces... C'était lié pour moi à l'apparition du procédé photographique Kodachrome. L'ouverture de l'aéroport de Papeete-Whare, c'est 1960. Et donc on a vu ces premières affiches d'Air France et je me demandais si ces pays existaient vraiment. Vos livres sont des histoires de lieux, alors, avant d'être des histoires de femmes et d'hommes. Ou alors vos livres sont des lieux avant d'être des histoires, des lieux placés sur une carte imaginaire. Ce qui est premier, ce sont les lieux. J'ai choisi ces lieux il y a plus de 25 ans pour ce projet de 12 livres, sans fiction. Et c'est ensuite, ce sont des allers-retours entre la bibliothèque et ces lieux. Et alors évidemment, je rencontre des personnes humaines, je m'y intéresse, je lis, je converse. Mais ce sont les lieux au départ. Alors, 12 livres, vous l'avez évoqué dans ce projet global dont on n'a pas encore parlé, cette architecture globale de ce planisphère littéraire que vous avez imaginé à l'avance d'ailleurs, hein, vous le dites. Et là, on est avec ce Fénua sur le 8e volet de ce projet littéraire qui en contiendra 12 au final. Et chaque livre commence par une date, la même, de livre en livre, c'est l'année 1860. Et c'est le cas, une fois encore ici dans Fénua, qui commence par la première photo faite de Tahiti par Gustave Viaud le 15 août 1860. Hein. C'était un cadeau pour moi, puisqu'en effet, tous ces livres commencent en 1860. Et lorsque j'ai enquêté sur la vie tragique de ce jeune chirurgien de marine, Gustave Viaud, je me suis aperçu qu'il avait pris, parce qu'il y a dans ce livre, mais c'est cette photographie qui l'a amené une réflexion sur l'histoire de la photographie également, qu'on retrouve des réflexions de Paul Gauguin au même endroit.
lorsqu'il prévoit l'apparition de la photographie en couleur. Elle a été exposée, en tout cas ces quelques photos et clichés qu'il a pris à ce moment-là ont été exposés au musée de l'Homme. Hein, oui, et sont conservés aujourd'hui. Oui, ce sont des calotypes. C'était un procédé nouveau à l'époque, en 1860, et je donne la description de l'appareil. C'est intéressant, c'est une description du fournisseur officiel de l'empereur et de la marine, puisque c'est le Second Empire. Et c'est un matériel d'une complexité incroyable et à l'usage pour obtenir ces calotypes. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez suivi la trace de cet homme d'abord, de ce Gustave Viot, ou de cette photographie qu'il a pris? Est-ce que le livre, cette histoire-là, commence comme ça? Et Gustave Viot, c'est le frère de Pierre Loti, il faut le dire. Hein. Oui, c'est Gustave Viot, c'est le frère aîné de Julien Viot. Et ce Gustave Viot a une vie tragique. Il y a eu de la chair à colonie comme il y a eu de la chair à canon. Ces jeunes hommes, donc médecins, enfin on disait alors chirurgiens de marine, envoyés très jeunes à Tahiti, c'est son premier poste, rapatrié sanitaire, déjà gravement malade, 3 mois de convalescence dans la maison des Viot à Rochefort-sur-Mer, et puis ensuite on l'envoie, et c'est encore pire, à Saïgon, puis de Saïgon sur l'île de Pulo-Condor au sud du delta du Mékong, où là la situation sanitaire est encore pire, et finalement il meurt, il est encore une fois rapatrié sanitaire, il a 28 ans, et il meurt à bord sur le chemin du retour, et comme c'était alors l'usage dans la marine, on l'immerge. On l'immerge, on met sa dépouille à l'eau, et finalement elle ne descend pas, on ne découvrira que beaucoup plus tard qu'elle ne descend pas si profond, puisqu'elle s'oppose au sommet d'une chaîne sous-marine dont on ignorait alors l'existence et qui en 1993 prendra le nom de Viot Ridge. Mais donc le petit frère, Julien, désobéit à son grand frère qui lui avait demandé de ne pas se mettre à son tour dans la boutique maritime, fait l'école navale de Brest, devient marin à son tour, et part en Polynésie sur les traces du fantôme de ce frère aîné, et écrit le premier roman polynésien, en français, Le mariage de Loti, et son éditrice lui conseille de prendre le nom de son personnage comme pseudonyme, et il invente le prénom de Pierre, et il devient Pierre Loti, voilà. Vous allez donc suivre cette trace-là, et beaucoup d'autres à la fois, parce que c'est une histoire qui se vit et qui se passe de trace en trace. Hein, et vous avez peut-être laissé, pour l'instant, la dernière trace sur cette route qui nous mène jusqu'à la Polynésie. Vous racontez qu'il y a 2 lignes, la ligne française et la ligne anglaise. Et ça, c'est intéressant. Si Ségalen suivait ici les traces de Gauguin, qui suivaient celles de Loti, les écrivains de langue anglaise suivaient celles de Stevenson, qui suivaient ici celles de Melville. Et je découvris dans la cabane que ces 2 lignes, l'anglaise et la française, au fil du temps et des livres, demeuraient parallèles à de rares exceptions près. Une brève mention de Loti chez Stevenson, le roman de Bogham sur Gauguin, les éloges de Melville chez Gerbaud. Voilà, 2 lignes qui ne se rencontrent pas. Comment c'est possible? Elles se rencontrent finalement très tardivement avec Gerbaud dans les années 20 ou 30. Oui, cette fois-là, je voulais mener cette expérience à la fois de lecture et de solitude absolue, et comme j'avais loué cette cabane à quelques kilomètres au sud de Punaouia, à quelques kilomètres au sud de Papeete, à Punaouia, je savais que je ferais de cette cabane mon quartier général. J'ai donc pu partir avec une bibliothèque conséquente et que j'ai classée par ordre chronologique. Et pendant 3 mois, j'ai relu ou lu tous ces livres. Et je me suis aperçu que ces 2 lignes, l'anglaise, enfin la langue anglaise, puisque Herman Melville est états-unien, Stevenson est écossais, Jack London est californien, mais ceux qui écrivent en anglais, c'était totalement parallèle et sans mention. Lorsque Gauguin est à Ivaoa, où il va mourir, c'est peu de temps après le passage de Robert Louis Stevenson, dont le passage avec son navire magnifique, le Casco, avait bouleversé la vie de l'île. Et dans toute la correspondance de Gauguin, ses écrits, etc., il n'y a pas une mention de Stevenson. Il n'a pas pu ne pas entendre parler du passage de Stevenson et de toute sa smala. Et c'est finalement très tardivement Alain Gerbaud, totalement, quasiment oublié. Aujourd'hui, dans les années 20-30, les livres d'Alain Gerbaud étaient des succès populaires tels, tout le monde les lisait, que le bien qu'Alain Gerbaud, qui lui était anglophone et anglophile, puisqu'il est dinardais,
a suscité les premières traductions de Melville vers le français. Et aujourd'hui, Melville est au panthéon qu'on sait dans l'histoire de la littérature, et Gerbaud est oublié. Tout ça, vous le découvrez là-bas, avec cette bibliothèque que vous avez amenée avec vous. Ouais. Oui. Et le livre, donc, s'écrit sur place. Et puis des documents, par exemple, ça n'est pas... Pourquoi vous ne faites pas tout ça d'ici, de France ? Si, ce sont des allers-retours. J'avais séjourné avant en Polynésie. Évidemment, je travaille ici. Pour ce livre-là, c'est particulier parce que j'avais choisi de ne pas bouger de cette cabane. Donc, je pouvais partir avec des bagages volumineux. Et pourquoi vous aviez choisi de ne pas bouger de cette cabane ? Alors ça n'a pas à voir avec la Polynésie. Je voulais profiter de ce livre-là pour mener cette expérience de solitude absolue pendant 3 mois. Pour ne voir personne pendant 3 mois. Alors je quittais évidemment cette cabane pour aller acheter à manger, mais j'y revenais avec une organisation de vie très particulière. Je me couchais comme les crabes. Enfin, cette cabane est au bord du lagon. Je me couchais comme les poules et les crabes au coucher du soleil, très très tôt. Et je me levais vers 5h30 du matin lorsque le soleil apparaît sur le lagon avec la silhouette de l'île sœur de Moorea, la barre des Brisants. C'est ce qu'il y a de plus beau, l'aube en Polynésie. Et comme je passais mon temps à lire, en ne voyant que très peu de personnes, ces lectures se mêlaient à mes rêves. Moins on fréquente de vivants, plus les morts vous assaillent, mes propres morts, mais tout papa, ou comme on dit en Polynésie, la vie polynésienne est emplie de fantômes, comme les tableaux de Gauguin le sont, justement. Alors c'était une expérience, c'est un privilège de pouvoir être absolument seul pendant 3 mois. Un privilège, une expérience aussi, celle de la solitude que vous avez vécue, éprouvée. Patrick Deville, prix Joseph Kessel cette année. On va écouter les mots de celui qui a donné son nom à ce prix et qui a laissé une œuvre aussi, bien au-delà de sa mort, écrivain voyageur par excellence, Joseph Kessel. On a besoin de partir. Dans mon cas, on peut dire que c'est héréditaire, que mon père a voyagé, que ma mère a voyagé, que presque au berceau, j'ai été, je vous dis, d'Argentine jusqu'en Asie, que nous sommes revenus en France, que nous sommes repartis en Russie. Alors ça donne une espèce d'instabilité où les gens qui n'aiment pas ça, dès l'enfance, peuvent en être traumatisés, ou alors ça leur donne le besoin vraiment. Mais il y a beaucoup de curiosité humaine. Ou naturellement qu'il y a la curiosité humaine. Tous les voyages que j'ai faits, j'ai surtout tâché de les faire dans des pays mal connus, dans des pays où les hommes sont plus élémentaires, plus faciles d'accès, plus... je n'aime pas, j'ai jamais aimé, d'autant plus maintenant, mais dès l'âge de 25 ans, toutes les grandes villes, j'aimais les grandes villes pour les facilités d'amitié, et puis enfin de culture, et aussi de plaisir qu'elles donnent, mais au bout de 3 semaines, un mois, toute cette vie me paraît fausse, et les vraies valeurs sont là où il faut marcher, arriver au point d'eau pour trouver des gens qui ont dans un sourire qui donnent plus que ici on donne en parole, et tout est comme ça. Alors, vous, qu'est-ce qui vous pousse à partir, Patrick Deville ? Vous pouvez répondre comme Joseph Kessel, cette idée de la curiosité humaine, mais on n'est pas tous poussés à partir par un altruisme vécu et ressenti. Qu'est-ce qui vous motive un départ ? Quel est le carburant de tous ces déplacements ? Non, c'est le même. Je ne serais pas original. C'est le moteur de tout cela, c'est en effet la curiosité. Mais... La curiosité insatiable. La aussi, oui, la rencontre avec sûr, les autres. Bien sûr. Qu'est-ce qui se joue dans cette confrontation pour vous ? Eh bien, de découvrir dans tous les domaines, enfin, à la fois rencontrer des personnes humaines, mais la curiosité également scientifique, la curiosité des paysages, la curiosité des animaux, la curiosité de toutes les cultures différentes. Chaque culture invente ses propres dieux, sa propre cuisine, sa propre organisation. Mais de la même façon, nous lisons pour vivre davantage, pour être d'autres personnes, parce que la vie ne se suffit pas. Alors, c'est très comparable à la lecture, le déplacement pour l'écriture. C'est la curiosité d'enfant. Et une vie sans départ, ce serait une vie comment ? Une vie sans voyage ?
Eh bien, non, c'est ce qui... Vous ne le concevez même pas? Non, je ne le conçois pas parce que je fais cela depuis maintenant plus de 40 ans, mais c'est par contre à la différence de Kessel, lorsqu'il vient de dire là que déjà dans sa vie d'enfant, d'adolescent, familial, il s'est déplacé beaucoup. Je suis né dans une famille absolument sédentaire et comme j'avais ces problèmes d'immobilisation, on me promettait plus ou moins que je ne bougerais jamais, quoi. Pour un problème de hanche. Oui, c'est ça. Je suis resté des années immobile, coincé, et donc on me promettait une vie stable, sédentaire. Donc vous avez pris votre revanche. Absolument. Sur la vie aussi, et sur ce corps qui vous promettait l'immobilisme. Vous dites que vous écrivez des romans, certes, mais des romans sans fiction. Vous avez repris ces mots. Hein. En quoi est-ce encore du roman, un roman sans fiction? Alors, sans fiction, c'est réducteur. C'est-à-dire que dans ces livres, tous les personnages sont réels, les vies que j'écris sont réelles, toutes les anecdotes sont réelles, les événements historiques le sont, les dates sont vérifiables et je ne décris pas de lieux que je n'ai pas vus. Ça, c'est pour la partie sans fiction. Et que l'invention littéraire vient de la construction, de l'organisation et de l'écriture de tout cela, quoi. Mais je veux absolument que sur la couverture soit écrit roman, parce que, il n'y a de définition que négative du roman. Le roman, c'est ce qui n'est pas. Donc ça n'est pas du reportage, ça n'est pas de l'autobiographie, ça n'est pas de l'essai philosophique, ça n'est pas du journal de voyage, etc. Ça n'est pas du récit historique. Mais il y a tout cela, voilà. Et le seul mot qui puisse regrouper tous ces genres littéraires, c'est celui de roman. Et le roman, c'est le règne du jeu aussi. Et c'est vrai que de livre en livre, il y a ce narrateur unique qui est un jeu, qui est un peu vous, qui est votre subjectivité. Oui. Qui est ce regard que vous posez sur le réel. Oui, c'est la grande différence avec un travail qui serait scientifique, historique ou géographique. Ou journalistique. Ou journalistique, bien sûr. Oui, c'est un point de vue absolument subjectif. Et puis, comme je savais, il y a plus de 25 ans, en choisissant ces 12 lieux, que beaucoup de temps allait passer, puisqu'il en reste 4 à écrire, c'est encore à peu près 10 ans, je savais que ce narrateur allait vieillir. Donc je pense que ça aussi, c'est intéressant que le narrateur vieillisse. Alors justement, comme ce narrateur vieillit... Enfin, c'est intéressant. Peut-être pas pour... je m'en passerai bien. Pour lui directement, voilà, on a bien compris. Mais le fait est que de toute façon, c'est irréversible et inéluctable. Alors ce narrateur vieillit et puis le monde change, en fait. Ça, c'est deux données contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Comment vous faites pour prévoir? Parce que vous dites, avec cette série de 12 livres, vous avez souhaité imaginer un projet littéraire plus grand, qui est aussi un projet d'exploration et de récit du monde. Comment on fait pour prévoir les 12 livres à l'avance, et comment faire aussi pour qu'après toutes ces années, le monde que vous nous racontez à travers ces 12 livres, à travers ce projet, ne soit pas trop daté, dépassé, caduc? Non, parce que j'avais, depuis le début, décidé que tout commencerait, enfin chacun de ces livres en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Alors le premier de la série, Pura Vida, le centre américain, c'est 2002. Fénois, le plus récent, les événements ultimes de ce livre, c'est décembre 2020. Mais donc, alors il y a toute une partie sur laquelle je peux travailler par avance, ce que je fais, puisque c'est devenu de l'histoire. Mais je vois aussi ces livres comme des réceptacles. Je ne sais pas, au moment où je vais réellement me mettre à travailler, dans quel état sera ce lieu, ce qui va se passer. Le précédent Amazonia, je reprends des séjours au Brésil, au Pérou depuis une quinzaine d'années, mais lorsque j'ai remonté le fleuve Amazon avec mon fils, à Manaus, c'était des manifestations pour les présidentielles avant l'élection de Jair Bolsonaro, ça c'était imprévisible, donc je souhaite que ça aille justement jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mais c'est aujourd'hui émouvant, bien sûr, entre 2002 et aujourd'hui 2022, entre Pura Vida, comme vous le disiez, sorti en 2004, et Fénois qui sort maintenant. Vous ne pensez pas que vous aurez un jour la tentation du retour? Non, mais je le fais.
il y a certains événements qui reviennent, parce qu'il y a des liens entre ces livres. C'est destiné à devenir un livre unique. Alors peu importe, maintenant on peut les lire dans le désordre, etc. Mais s'agissant de l'Amérique centrale, qui était le premier, il y a un chapitre nicaraguayen dans Tabat Tabat. Je suis retourné à Managua pour cette histoire du canal transocéanique, parce qu'il y a comme cela autour de la planète des histoires que je suis, auxquelles je continue de m'intéresser, et je m'y rends à nouveau pour voir comment les choses évoluent. Bon, c'est sûrement une question idiote, mais j'ose. Pourquoi tous vos romans se terminent par A? Pour Avida, Equatoria, Kampuchea, Viva, Peste et choléra, Tabat Tabat, Amazonia, Fenua aujourd'hui. Voilà, et le livre, lorsqu'il sera terminé, s'appellera Abracadabra. Il y a pas mal de A également. Alors c'est bon, j'avais décidé ça dès le début, peut-être pour montrer, enfin pas peut-être, très certainement qu'il s'agissait tout de même d'un cycle, mais évidemment je ne voulais pas en parler au départ, on m'aurait à nouveau enfermé dans un hôpital psychiatrique, je ne voulais pas vendre de peau d'ours aujourd'hui, et puis bon, d'avoir choisi la lettre A, c'est tout de même un peu plus simple que d'en avoir choisi une autre. Partout dans le monde, il est assez facile de trouver un titre qui se termine par la lettre A. Et Abracadabra, ce sera la formule magique donc qui vous ouvrira les portes du monde ou de ce monde que vous nous racontez, Patrick Deville. Vous n'avez jamais peur d'être déçu puisque vous prévoyez tous ces voyages, vous prévoyez ces livres et ces étapes de ce tour du monde à l'avance. Vous n'avez jamais peur d'être déçu par ce fossé entre ce que vous avez pu imaginer dans ce projet littéraire et la réalité que vous avez par la suite rencontrée? Alors peut-être que j'ai conservé une grande naïveté d'enfant, mais non, je viens de passer tout l'hiver en Inde pour le prochain, et je suis ébloui par la vie indienne. J'ai un bonheur immense à y être. Enfin, je m'adapte assez bien. Ça n'en finit pas, cette curiosité, ce bonheur d'être ailleurs. Même si vous trouvez autre chose que ce que vous avez imaginé. Mais bien sûr, mais évidemment, ça, je le fais aussi pour me laisser dérouter. L'Inde en une couleur? La couleur de l'Inde. Alors, surtout pas le safran pour des raisons politiques contemporaines. Vous retenez quoi alors pour l'instant? C'est totalement... Alors, un foisonnement multicolore. Les foules indiennes sont d'une beauté très, 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 très grande. Et ce sera le bleu pour Fenua, hein, en tout cas. Oui, c'est aussi cette couleur qui a été donnée à la couverture du livre et à cette image passée au filtre bleu. On va écouter les mots de l'écrivaine Chantal Thomas qui vient de faire paraître un journal de nage aux éditions du Seuil, votre éditeur, dans lequel elle revient sur cette couleur, sur ce mot bleu et ce qu'il évoque pour elle. Il m'évoque évidemment des nuances de bleu marin. Ça peut aller entre le bleu marine presque violet, qui a été chanté par Homère, jusqu'au bleu vert mais atlantique, ou bien à Nice, comme c'est souvent le cas, entre le bleu absolu du ciel, mais plus azur, comme le chante Césaria Évora, et l'autre bleu de la mer, c'est quelquefois une très très fine démarcation, comme si les bleus pouvaient se rejoindre et se fondre l'un dans l'autre. Et quand on nage, c'est un des bonheurs à Nice, je trouve, d'aller vers la rencontre entre deux bleus qui se distinguent mais tendent l'un vers l'autre. Quelle est la couleur de votre bleu à vous, ce bleu de Polynésie que vous avez rapporté, Patrick Deville? Mais alors le bleu polynésien, il tend davantage sur le vert. Enfin, les lagons sont bleu-vert, oui. Quant à la couverture, en fait, elle vient du procédé photographique, c'est le cyan, quoi, de ces calotypes. Mais le bleu, évidemment, c'est une couleur magnifique. Je viens de terminer hier dans le train la lecture du journal de nage de Chantal Thomas, qui est tout empli de bleu et de nage. Voilà. Vous nagez, vous aussi? Vous avez un rapport particulier à la nage? Oui, mais justement, Chantal Thomas reprend des phrases de Fenua dans son livre, mais avec cette différence, en effet, de la mer et de l'océan. Lorsque je suis à Nukuiva, aux Marquises, j'ai un peu fatigué de la nage en lagon, qui est très agréable, mais trop paisible, etc. Et je cherche au nord de l'île à retrouver la violence du Pacifique, les rouleaux et l'eau plus froide, et voilà.
On aimerait bien être fatigués tous de la nage en lagon, mais on n'en est pas encore là. Écrire pour qui? C'est une question que vous vous posez dans chacun de vos livres aussi, hein, Patrick Deville, et vous racontez votre processus littéraire dans un livre d'entretien avec Pascaline David, le tapis volant de Patrick Deville, ce tapis volant justement qui a donné aussi ouvert la porte à cette formule abracadabra et à ce projet. Écrire pour qui? Je vois parfois ce projet abracadabra, dites-vous, comme une petite capsule temporelle que découvrirait par hasard un lecteur dans quelques siècles sur un support encore inimaginable, longtemps après le papier et le numérique, et sur une autre planète où l'humanité aurait émigré. Il me semble parfois que j'écris pour lui donner des nouvelles d'un monde englouti qui fut terrible et magnifique. Écrire pour la postérité, il y a un peu de ça aussi. Enfin, c'est un rêve c'est de la science-fiction, Ah oui, cette phrase. Mais oui, ce dialogue que nous avons avec les grands morts, avec les poètes latins, grecs, c'est tout de même cela, le temps de la lecture, dans une autre langue, avec de l'encre et du papier, ce qu'ils n'ont jamais connu. Le temps de la lecture, c'est comme si nous étions assis côte à côte. Et quels sont les livres des autres qui vous font cet effet-là, ou qui vous ont fait cet effet-là, le sentiment de lire des nouvelles d'un monde englouti qui fut terrible et magnifique? Là, je parlais par exemple des Virgile, par exemple. Enfin, et puis, c'est ce qu'il y a d'admirable d'avant cette spécialisation, enfin, de ces livres capables de mêler à la fois des conseils agricoles au discours des dieux, à la vie politique, à la description des paysages, de tout ce que peut la littérature. C'est immense. Voilà pour cette petite capsule que vous êtes en train de concocter avec 12 livres au total, et ce 8e paru cette année au Seuil, Fénua, Patrick Deville, prix Joseph Kessel cette année. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.